La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. On s'auto-censure souvent en se disant « Non, mais c'est pas le moment, je ne vais pas demander cette promotion, je ne vais certainement pas prendre un nouveau poste maintenant, c'est pas le moment. » Et parfois pour des bonnes raisons, c'est qu'on sait que intuitivement que ça serait beaucoup plus dur, ou parce qu'on s'attend à avoir cette sanction. Statistiquement, c'est une réalité, cette pénalité maternelle, c'est une réalité. C'est-à-dire que 10 ans après la naissance du premier enfant, ça se mesure par une baisse de revenus en moyenne extrêmement forte. En France, on est entre 30 et 40%. De moins que les hommes. De moins que ce que tu aurais si tu n'avais pas eu d'enfant. Donc, c'est vraiment très massif. Il y a des pays où c'est moins encore que plus. les femmes sans enfants. Oui, l'écart entre les femmes avec enfants et les femmes sans enfants est très fort, même si les femmes sans enfants subissent aussi des formes de discrimination, puisque si tu as l'âge d'avoir des enfants, tu peux te faire discriminer comme étant potentiellement enceinte demain, même si c'est pas le cas. Et alors après, cette pénalité maternelle, dans un moment charnière de la carrière qui est cette deuxième décennie de ta carrière, arrive ce moment où, assez brutalement, tu chutes dans l'impression d'être déjà trop vieille. T'as pas encore tout donné dans ton travail, on t'a déjà mis énormément de bâtons dans les roues. Le fait de combiner les deux, et cette fameuse pénalité maternelle fait que t'es pas allé, on te regarderait mal, avoir des enfants. Aujourd'hui, ça change un peu quand même. Je pense que début de quarantaine, ça passe tout à fait encore. Être enceinte à 42 ans, aujourd'hui, j'espère que notre société quand même peut l'accepter. Mais assez rapidement, tu es ridée, un petit peu plus ridée, ton corps a un peu changé, tu peux être en périménopause, donc tu as des choses qui ont changé et tu te sens tout de suite pas forcément placardisée, ce qui peut être le cas parce que si tu as eu des enfants, t'es jeune mère, donc ta carrière a quand même sérieusement pris un coup de ralentissement très fort. Mais tu peux aussi très vite te sentir cette espèce de pression de « oh là là, il faut que j'ai l'air plus jeune, il faut que j'ai l'air plus jeune ». Et ça, dans le monde des entreprises, dans le monde des startups, dans le monde du conseil, tous les bureaux à Paris qui nous entourent, dans lesquels il y a des femmes de plus de 40 ans, je pense qu'il y a une très grande majorité d'entre elles, avec des métiers pires que d'autres, ou des milieux pires que d'autres, le milieu de la pub, le milieu de la com, le milieu des médias, dans lesquels cette pression pour avoir l'air jeune est extrêmement violente, elle est ressentie très fortement et elle correspond bien à une réalité aussi du monde du travail qui est que on embauche très peu des femmes de ces tranches entre 40 et 50 ans. Alors à part à des très très hauts postes sur des profils très seniors, mais c'est minoritaire. Et donc, en fait, l'idée que les vieux sont forcément plus chers, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Tu embauches un ou une quinquagénaire imaginons, dans une agence de pub pour faire du travail créatif, le même que quelqu'un de 32 ans, tu la payerais pas plus si elle est débutante. Mais pourtant, tu ne l'embauches pas. Donc, il y a des arguments qui sont faux, tu vois, pour masquer l'agisme. Tu dis, oui, mais non, mais c'est pas de l'agisme, la vraie raison, elle est économique, les seniors, ils coûtent plus cher. C'est pas vrai. C'est pas forcément vrai, je veux dire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus fragmenté, la réalité du travail d'aujourd'hui. Oui, ce grand silence. Ce grand silence qui leur pèse et qui, pour beaucoup d'hommes, est un facteur de difficulté de santé mentale, etc. C'est pour ça qu'on montre toujours cet écart-là, qui est que les femmes ont beaucoup plus d'anxiété, etc., de stress et tout, mais les hommes se suicident beaucoup plus. Et c'est quand même, c'est vrai que c'est quand même frappant.
Et je pense que le grand chantier pour les hommes, c'est cette libération de la parole, en fait, cette féminisation des hommes. C'est le fait de dire, bah oui, non, mais vous aussi, allez-y, parlez-en de vos difficultés, allez-y. Oui, et puis certains disent aussi subir de l'agisme, subir. Et puis pour certains, c'est Simone de Beauvoir qui le dit dans La vieillesse. Alors Simone de Beauvoir, je lui reproche beaucoup que dans La vieillesse, elle parle quasiment que des hommes, alors qu'elle était quand même censée être féministe, hein. C'est très androcentré son livre, mais bon, ce qu'elle dit, c'est plus intéressant pour les hommes, puisque les hommes, ils ont vécu une telle puissance s'accompagnant de pouvoir économique et financier, etc., que la vieillesse représente pour eux vraiment encore plus une chute ou une déchéance, alors que les femmes n'ayant jamais eu ni puissance ni pouvoir, en fait, n'ont rien à perdre. Je schématise très grossièrement cette idée-là, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que on a tellement, nous, l'habitude ou on a historiquement cette habitude d'être dans l'ombre, d'être seconde, d'être dévalorisé, etc., que tout mouvement qui vise à mettre le poing sur la table et dire il est temps de, en fait, on a énormément de marge de progrès et on a déjà beaucoup progressé. Alors que les hommes, ils ont l'impression forcément qu'il y a un jeu à somme nulle dans tout ça et qu'ils vont perdre quelque chose. Ils sont perdants et vieillir, c'est perdre. Vieillir, c'est perdre quelque chose, c'est être diminué, c'est perdre sa virilité. Et donc, et puis comme on associe la virilité à la puissance, à la vigueur, etc., et cette idée, oh là là, voilà. Donc ils peuvent compenser avec l'argent. Et du coup, quand même, trouver des femmes de 30 ans de moins qui vont booster un peu leur virilité. Mais c'est quand même, évidemment, on voit bien qu'il y a d'autres genres de craintes et d'autres genres de peur et de peur de perdre quelque chose dont il faut absolument parler, dont il faut casser d'autres tabous aussi, je pense. Mais ça serait bien un podcast pour les hommes qui vieillissent.
dans lesquels tu peux d'ailleurs tout à fait y trouver du sens et même du plaisir à soigner des gens et à être travailler avec des personnes âgées, à travailler avec des enfants, etc. Sauf que beaucoup de ces métiers, en fait, correspondent à aucun des critères de pénibilité. Donc, tu gagnes pas de points pour partir un peu plus tôt à la retraite. Pour autant, tu es très très à risque d'avoir des troubles musculo-squelettiques quand tu portes des personnes âgées, etc. Donc, il y a beaucoup de métiers dans lesquels, en fait, après 20 ans de cette carrière-là, tu es physiquement usé. Mais alors là-dessus, on espère que ça va changer parce qu'il y a eu un rapport sur la santé des femmes au travail et ça fait partie des recommandations, ça. Ça fait partie des recommandations, mais ce qui devrait changer dans la réalité du travail des services à la personne est tellement important qu'il y a peu d'employeurs qui sont prêts à le faire. On manque énormément de bras, on manque énormément de personnel dans les EHPAD, dans tout ce qui est la santé. On manque de je sais pas combien de centaines de milliers d'infirmières. Donc celles qui sont là, en fait, ont une charge de travail qui est beaucoup plus lourde et qui use encore plus vite, en fait. C'est une espèce de cercle vicieux, c'est que t'as des gens qui s'usent ou qui décident de passer à autre chose, qui s'en vont. T'as des grosses difficultés de recrutement. Celles qui restent, le travail est encore plus lourd, plus difficile. Les charges de travail sont encore plus lourdes. Donc, elles s'épuisent plus vite, etc. Donc, pour l'instant, on n'est pas en train de sortir de ce modèle-là. On n'est pas en train d'investir massivement dans des exosquelettes pour que le personnel des EHPAD n'ait pas à porter. On n'est pas en train de transformer l'organisation du travail pour que la dimension usante soit beaucoup plus petite. Tu pourrais panacher les tâches. Si tu veux, tu pourrais, dans un monde idéal, décider que le travail dans un EHPAD, c'est pas seulement y a celle qui nettoie, il y a celle qui porte, il y a celle qui se farcissent toutes les tâches difficiles, et puis il y a des bénévoles qui viennent faire la lecture. Mais la structure des emplois telle qu'elle est constituée aujourd'hui fait que tu as tout un ensemble de gens qui sont usés, qui vont après lutter pour obtenir la reconnaissance d'une inaptitude professionnelle et donc être dans cette trappe inapte et inactif et en attente. T'as des gens qui ne sont pas inaptes, mais ne sont pas inaptes officiellement, mais le sont les fameux NENR, ni en emploi ni en retraite, n'ont pas encore de droit à la retraite, ne sont pas en emploi, et ils sont dans cette espèce de no man's land où il y a rien qui est fait pour, il y a rien qui est proposé, et parfois avec des niveaux d'épuisement ou d'usure physique, mentale, musculo-squelettique, etc., qui est très important. Donc ça, je pense que ce chantier-là de rendre le travail soutenable, c'est peut-être l'idéaliste en moi qui parle, mais c'est le chantier principal. C'est un débat qui est vieux comme le monde, de dire est-ce que c'est mieux de diviser le travail de manière à ce que les trucs les plus pénibles soient faits par certaines personnes? Ça a été inventé, c'est vieux comme... C'est le taylorisme. Mais non, mais bien avant, en fait, la caste des intouchables, c'est ça. La caste des intouchables en Inde, c'est l'idée de dire que plutôt que de tous avoir à toucher le caca régulièrement, on va trouver un groupe de personnes qu'on va désigner comme indésirables et on leur file les trucs les plus crades. Voilà. Et puis ils sont sales, donc on va pas les toucher et on les éloigne de nous. Et en fait, c'est l'histoire de l'exploitation de groupes humains par d'autres groupes humains, où tu concentres tout ce qui est de plus pénible et tout ce qui est de plus dégueulasse, et tu le fais faire par un groupe de personnes. Et ces groupes de personnes, évidemment, ont une espérance de vie beaucoup plus faible, meurent jeunes, sont épuisés, sont malheureux, etc.
même sans aller jusqu'au système de l'esclavage qui ont été courants dans l'histoire humaine, mais en fait, on a des formes d'esclavage. Le mot fait peur parce que sa définition ne correspond pas à ce qui existe dans le monde du travail d'aujourd'hui. Mais d'abord, il y a des esclaves au sens strict. Il y en a beaucoup dans les services, c'est-à-dire des personnes non déclarées, qui n'ont pas de papier et sur qui tu fais peser la pression de la dénonciation, etc. Donc ça existe. Je veux pas le minimiser. Du trafic humain aussi, ça existe. Mais sans aller jusque-là, parce que c'est quand même pas majoritaire, fort heureusement, même dans les formes modernes de travail qui ne correspondent pas à la définition de l'esclavage, tu as une concentration des tâches. Tu parlais de terrorisme. Tu parlais de terrorisme, c'est de concentrer des tâches de manière à avoir des emplois qui sont pénibles et qui ne sont pas soutenables. Et là, aujourd'hui, on se heurte à une grande difficulté qui est que tous ces emplois-là, on n'arrive pas à recruter pour pouvoir faire le travail. Et donc, soit tu automatises, et c'est une bonne chose d'automatiser des emplois qui sont entièrement pénibles et usants. C'est pas une mauvaise chose. La mauvaise chose, c'est de se dire que les gens qui exercent ce travail-là se trouvent avec rien du tout. Mais en fait, c'est très courte vue de se dire que c'est pas bien d'automatiser des emplois pénibles. Si les autres personnes font d'autres choses, c'est très bien. Donc soit tu automatises, soit tu fais faire par quelqu'un d'autre gratuitement. Je te donne un exemple. Tous les emplois de guichet disparaissent depuis quelques années parce que le travail qui a été fait par un employé derrière un guichet, par exemple, saisir toutes les données pour te délivrer un billet de train, sont faits par le consommateur final, gratuitement, directement sur le smartphone. Sur l'appli. Sur l'appli ou sur un écran, la prise de commande au restaurant ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une manière de faire disparaître un emploi qui n'était pas forcément marrant. Enfin, après, pas forcément horrible non plus, parce que l'emploi de guichet, c'est un emploi de relations humaines où tu rends des services, etc. Donc c'est pas l'emploi le plus pénible qui disparaît. Mais tu peux imaginer, évidemment, dans le monde industriel, dans le monde qui a des tâches qui peuvent être faites pénibles, qui étaient autrefois faites par des humains et qui sont faites par des machines. Et ça, ça fait partie du cycle des révolutions technologiques et c'est une bonne chose. Soit, en fait, et c'est là où c'est plus intéressant, il faut imaginer une montée en gamme. C'est-à-dire que ce travail-là, qui paye que dalle, pour lequel t'arrives pas à recruter parce que les gens, ils arrivent pas à se loger, le travail, il est trop dur et ils préfèrent aller faire autre chose, dans ce cas, il faut le panacher avec autre chose. C'est-à-dire réinventer des métiers qui sont en fait des constructions complètement artificielles historiquement, et ça change, c'est de manière permanente en changement. Tu repanaches, tu redispatches les tâches différemment, de manière à ce que les tâches plus pénibles, en fait, s'accompagnent de tout un tas de tâches plus valorisantes, plus artisanales. Un exemple très simple. Tu vois, imagine que tu as un local et tu n'arrives pas à recruter quelqu'un uniquement pour faire le ménage donc soit tu les payes beaucoup plus et à ce moment-là tu arrives à recruter quelqu'un, mais tout de suite ça devient plus valorisant si tu payes beaucoup plus. Soit en fait la personne qui gère le local, ça fait partie de l'ensemble des tâches qu'elle fait. Elle fait la comptabilité, elle passe le balai, elle nettoie les toilettes. Mais aujourd'hui c'est mal vu, on n'a pas envie d'avoir ce mélange de tâches. Tu vois, chez les artisans, oui, mais chez les artisans, les professions libérales, les commerçants, alors pas forcément les professions libérales, mais il y en a plein qui font un peu tout. Tu vois, quelqu'un qui tient un restaurant, c'est très difficile de recruter du personnel. Tu recrutes quelqu'un en cuisine parce que vraiment, vraiment, c'est indispensable. Mais peut-être que toi, tu fais à la fois le service en salle et le ménage. Oui, mais t'es ton propre patron. Et t'es ton propre patron. Et c'est là où les valeurs de l'artisanat et le fait d'être indépendant, ça a aussi cette vertu-là que tu peux revaloriser toi-même les tâches les plus pénibles en faisant un ensemble de tâches différentes qui revalorisent l'ensemble, en fait. Au Japon, il y a très très peu de personnel de ménage. Il y a très peu d'activités de ménage. Tu vois, par exemple, dans les écoles, ce sont les enfants qui font le ménage. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc, il doit y en avoir un tout petit peu, mais il y en a beaucoup moins qu'ailleurs parce que ça fait partie de apprendre à respecter le collectif. C'est donc évidemment toi-même tu produis moins de saleté parce que tu es responsable de la propreté du lieu dans lequel tu apprends. Et puis ça fait partie comme ça tout le monde apprend à passer le balai, à nettoyer, à prendre soin en fait de ton environnement, du lieu dans lequel tu es. De même culturellement,
Il y a peu de foyers qui embauchent du personnel pour venir faire du ménage chez eux. D'abord parce que les femmes sont beaucoup à la maison, donc c'est les femmes qui s'y collent. Mauvais exemple, mais du coup, voilà, il y a peu de gens payés pour ça. Et c'est pareil, même en Allemagne, entre l'Allemagne et la France, j'habite dans une grande ville, mais il y a beaucoup moins de personnel de ménage, de femmes de ménage. C'est un marché beaucoup moins développé parce que on considère que c'est quelque chose qu'on fait soi-même. Et aussi parce que ce qui pèse sur les femmes à la maison est encore plus fort. Même chez les personnes privilégiées, on considère que c'est de l'argent gaspillé. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose de très culturel et de très construit. Et donc, ça peut être déconstruit et ça peut évoluer dans le temps. Et cette idée d'un monde dans lequel il est essentiel que le travail soit plus soutenable pour que tu puisses travailler plus longtemps, pour que les choses qui doivent être faites, parce qu'il y a des choses qui doivent être faites, pour qu'elles soient faites, il faut que tu puisses physiquement et que au niveau de la société, que ça tienne, que ça soit soutenable. Donc, les seuls qu'on peut recruter, c'est des gens déjà logés. Déjà, le vivier, il est deux. Donc, d'ailleurs, parmi les gens déjà logés, il y a des gens plus âgés ou des gens en reconversion professionnelle qui font autre chose. Mais ça, on ne le pense pas suffisamment. On ne pense pas suffisamment à ces choses-là quand on se dit oh bah il y a plus personne, la crise de la vocation. Il n'y a pas de crise de vocation. C'est juste que c'est juste ça paye beaucoup trop peu. Tu ne peux pas te loger et le logement c'est quand même central, surtout pour rentrer dans un métier ou rentrer dans une carrière. C'est quand même la base, non? Ouais.
Après, il y a évidemment tout le dark side de cette mixité d'âge, c'est que les personnes plus âgées, qui peuvent pas partir parce qu'elles gagnent mieux leur vie, et elles peuvent pas partir parce qu'en dehors, on les embaucherait pas. Parfois, elles s'emmerdent, elles sont pas très contentes au travail, etc. Les plus jeunes, souvent, sont pas fonctionnaires, c'est des vacataires, ils sont payés au lance-pierre, ils ont des conditions de travail très précaires. Donc, en fait, tu casses quand même un peu la solidarité parce que la linéarité, tout le monde n'est pas dedans. Il y a de plus en plus de contractuels dans l'éducation nationale, il y a de plus en plus de contractuels dans la fonction publique et donc on casse un peu même l'idée de solidarité de conditions parce que c'est beaucoup plus fragmenté. Bon, mais il n'empêche, le côté positif, c'est que tu as une mixité d'âge. Je pense que dans le soin, c'est pareil, tu peux avoir une mixité d'âge parmi les femmes. Dans les métiers masculins, technique, bâtiment, infrastructure, etc., tu as un petit peu moins parce qu'il y a beaucoup plus de ces métiers ont des critères considérés comme objectifs de pénibilité et donc tu as beaucoup plus de départs précoces à la retraite parce que ce sont des métiers mieux protégés. Et puis bon, souvent, hélas, les hommes ouvriers ou les hommes dans le bâtiment meurent plus jeunes.
Elles sont totalement, elles ont plein de valeurs pour cet autre métier-là. Et me former, ça veut pas dire tout reprendre à zéro et repartir à l'école avec des gens de 30 ans de moins pour tout réapprendre, parce que t'as pas tout à réapprendre. Il y a plein de choses qui sont transférables. Donc j'en arrive à ce point-là, cette question de la formation. On a conçu la formation comme identique pour tout le monde. Se former à tel métier, se former à telle tâche, comme si on était armé de la même manière. Or, c'est pas du tout le cas. Justement, prenons un exemple, quand tu as travaillé dans les statistiques avec tel outil, Stata ou je ne sais quoi, tu vas te former à un nouvel outil de data science, même si tu n'es pas officiellement data scientist, beaucoup plus vite. La logique, elle est évidente. Si tu as déjà appris tel langage informatique, et un cousin de tel autre langage informatique, tu vas l'apprendre beaucoup plus vite. Donc, ta brique de formation devrait être beaucoup plus rapide et les reconversions professionnelles, la validation des acquis devrait être adaptée pour pouvoir avoir des rythmes rapides, parce que si tu te reconvertis et que tu te formes à 45, à 50, à 55, t'as besoin que ça aille vite parce que t'as besoin d'un revenu tout de suite. Tu peux pas t'arrêter de travailler pendant très longtemps. Donc ça, ce chantier de la formation, de repenser la formation de manière à ce que ce soit des briques, donc beaucoup plus de micro-learning, beaucoup plus de passerelles qui te permettent d'avoir des validations d'acquis qui sont accélérées et qui s'ajustent à des besoins plus différenciés pour pouvoir aller plus vite. Parce que ces reconversions